future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders.
que tu as accès aux Bilderbergers. Il y a 1600 Bilderbergers dans le monde. Qui sont les Bilderbergers? Madame, Monsieur, bonsoir. Les personnalités les plus influentes du monde réunies dans le plus grand secret à Genval, dans le Brabant wallon. Chaque année, le groupe Bilderberg se rassemble dans un pays différent pour discuter des grands problèmes internationaux. Des réunions depuis toujours entourées de mystères. À Genval, Grégory Willock et Denis Coquart ont pu apercevoir notamment la reine Béatrix des Pays-Bas. Est-ce que vous avez vu Bill Clinton? Non, non, non. La reine Béatrix? Je n'ai vu personne. Est-ce que c'est la voiture de Bill Clinton? Ah non, pas du tout. Non, non. Celle de la reine Béatrix? Non plus. La voiture de qui? Non plus. C'est la voiture de M. Strauss-Kahn. Hein. Mais voilà, le chauffeur de la reine. C'est vous alors le chauffeur de la reine Béatrix? Non. Et pourtant, regardez qui est au volant de cette limousine, c'est bien notre homme. Il nous faudra patienter quelques minutes et voilà Béatrix, reine des Pays-Bas, en personne. C'est que cette réunion, ici à Genval, est secrète. Je dirais même plus, ultra secrète. Les personnages les plus importants de la planète autour d'une table pour évoquer les grands problèmes du monde, politique, finance, mondialisation ou élections américaines, tout est passé en revue. Les membres du groupe, baptisé groupe Bilderberg, s'engagent ensuite à user de leur influence pour faire respecter ce qui a été décidé. Mais ça, normalement, cela ne doit pas se savoir. Côté belge, c'est Étienne Davignon et Maurice Lippens qui sont présents. On sait que la reine Béatrix des Pays-Bas est là. Est-ce que Bill Clinton va venir? Je suis pas au courant, j'ai pas vu ces personnes-là. Good morning, Mr. Prime Minister. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Pouvez-vous nous dire qui sont vos collègues? Comment s'est passée cette réunion? Je suis pas sûr qu'on soit censé faire beaucoup de commentaires, mais très bien. Très bien, c'était positif? On s'est engagé à ne rien dire. Mais on sait que vous discutez des grands problèmes du monde, ça veut dire quoi en particulier? Est-ce qu'il y a des choses plus... Non, franchement, je peux pas. Bonne chance, quand même. Et Bill Clinton ne viendra finalement pas. Il s'est fait remplacer par Henry Kissinger. Présent en revanche, James Wolfenson, que l'on voit ici, le président de la Banque mondiale, Javier Solana, le représentant de la diplomatie européenne, les milliardaires Rockefeller et Soros, Giovanni Agnelli, le président de Fiat. Une réunion des personnalités les plus riches et les plus influentes au monde, tout cela à 2 pas de chez vous. Vous savez ce qui se passe? Non, pas exactement, je suppose, c'est le foot qui arrive. Comme quoi parfois, un secret peut être presque bien gardé. D'abord, le nom de Bilderberger vient du fait que la première rencontre en 1954 s'est faite à l'hôtel Bilderberg en Hollande. Et que le président permanent des Bilderberger est le prince Bernard. Bon, le prince Bernard qui contrôle une partie importante de l'économie européenne et ensuite la reine Juliana dont les intérêts dans le Dutch Shell Oil Industries et sa propriété personnelle finalement regroupe sous l'égide du prince Bernard des personnes aussi reconnues, n'est-ce pas, que les Onassis, les Kennedy, pour les Canadiens c'est Cyrus Eaton, vous avez d'autre part John Foster Dulles, les Rothschild, le président Giscard d'Estaing qui était d'ailleurs membre éminent de la loge française, et vous avez Margaret Thatcher évidemment qui est à la tête des Round Tables. Vous avez également Henry Kissinger, Robert McNamara, les Warburg, qui contrôlent toute la partie de l'économie concernant l'Autriche, la Hongrie et la Tchécoslovaquie, ainsi que l'économie de l'Allemagne. Alors, c'est tout cela qui est interrelié et qui prennent des décisions occultes. Remarquez bien que ces décisions-là ne sont jamais rendues publiques. Question conspirationniste. Ah, conspirationniste. Non mais, alors, ça fait partie la trilatérale. La trilatérale. Et ça Bilderberg. Et Bilderberg. Mais je pense qu'il n'y a pas de 10% des gens qui savent ce que c'est, mais moi je vais le dire ce que c'est. C'est même Skull and Bones pour toi. Qu'est-ce que c'est quoi? Ah ça je connais pas. Tu connais pas Skull and Bones? Non. Tu fais semblant de ne pas connaître Skull and pas, Bones. mais il y a encore temps à apprendre. Bon, vas-y. Alors, ce sont des conférences internationales dans lesquelles on parle des grands problèmes du monde. C'est démocratique, tu penses, de faire ça? C'est-à-dire de se réunir entre gens qui dirigent dans différents domaines, politiques, financiers, et qu'on ait le sentiment, nous,
les humbles, les sans-grades, les gens de la plèbe, de se dire, tiens, on est dirigé d'en haut. Mais tu viens de me faire un grand numéro sur la liberté d'expression et tu veux empêcher des gens de se réunir pour discuter des problèmes du monde. Ça dépend quels gens et pourquoi ils se réunissent. Mais ils se réunissent pour parler. Ils se réunissent pour parler, s'interroger, écouter des points de vue contradictoires sur les problèmes du monde. Mais bizarrement, ça n'est pas filmé, on n'en parle pas dans les médias. Parce que juste ce côté secret. Non, c'est pas secret. Ils veulent qu'il y ait une véritable liberté d'expression. Et derrière les travaux, ça donne quoi? Ça sert à quoi? Rien. On discute et ça sert à quoi derrière? Il n'y a pas de décisions qui sont prises? Aucune. Ça sert à chacun. Donc il ne faut pas voir la trace de la main occulte, sans jeu de mots. Ça sert à chacun à se forger son opinion. Voilà. C'est absolument tout. C'est un club d'amis, simplement. Ce sont des gens qui discutent et qui échangent leurs expériences. Vous allez quand même pas interdire ça, non, dans ta société idéale? Avec les amis, la temps pour et Bilderberg, pardon, d'ailleurs. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ah, dis donc, tu fais partie de beaucoup de clubs. Non, je ne fais pas... Je n'appartiens pas à ces clubs, j'ai été invité et j'y suis allé avec plaisir et j'y ai beaucoup appris. Vous allez voir que Bush Junior n'est pas un ingrat. Il n'oubliera pas ceux qui ont généreusement financé sa campagne, tous seront récompensés. Son staff à la Maison-Blanche est en effet composé pour l'essentiel d'hommes ou de femmes issus de l'industrie pétrolière. Tous occupent des postes clés et forment un véritable cartel du pétrole. Déléguée à la sécurité nationale, patronne de tous les services secrets américains, Condoleezza Rice, directrice durant 9 ans de Chevron, un géant du pétrole. Vice-président des États-Unis, Dick Cheney, PDG pendant 5 ans d'Haliburton, une multinationale du pétrole. Ministre du Commerce, Daniel Evans, ex-PDG de Tom Brown, une société pétrolière de Houston. Conseiller spécial du président, Paul O'Neill, ancien baron du pétrole et président du plus grand trust d'aluminium des États-Unis, milliardaire, une fortune estimée à 253 millions de dollars. Ministre de la Défense, Donald Rumsfeld, ancien patron d'Instrument Corporation. Conseiller économique à la Maison-Blanche, Lawrence Lindsay, ancien consultant chez Enron, la multinationale du pétrole. Délégué au commerce extérieur, Robert Zoellick, encore un pétrolier, ancien consultant d'Enron. Le CV des nouveaux responsables de la Maison-Blanche vaut toutes les explications. Avec les premières mesures prises par l'administration Bush, le lobby pétrolier ne va pas être déçu. Mais la seule chose qu'on apprend après un certain temps, c'est qu'il y a une décision prise par le ministère des Finances, par le ministère du Commerce, par le ministère de l'Industrie, par le ministère de la Défense, par le secrétariat d'État. On se dit, mais ça n'a pas de sens. D'où ça vient, cela? Mais la même chose est vraie sur les autres plans. Sur le plan politico-militaire, sur le plan religieux et sur le plan socio-culturel. Comment sont organisés les Illuminati pour atteindre leur objectif de la mainmise mondiale? Dans un mot, et nous commencerons là dans notre prochaine émission. Dans un mot, c'est par un filet, un réseau de communication qui permet d'avoir une interinfluence dans les différents secteurs et par l'interinfluence, le contrôle absolu de toutes les décisions qui se prennent. Il faut que l'humanité prenne conscience de ce qui se trame, ce qu'elle n'a pas eu la capacité ou le désir de faire jusqu'à maintenant. J'ai la certitude absolue que nous évoluons vers un nouvel ordre mondial. Alors, prétendre qu'il n'existe pas derrière une sorte de société secrète aux vues mystiques serait faire preuve d'un manque de réalisme. La phase finale de l'opération utilisera toutes les forces en place afin de lancer des coups d'État militaires destinés à renverser tout gouvernement hostile et à mettre le monde sous le joug d'un gouvernement global contrôlé par les Illuminati. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. I have a message for our military. Be ready. I've called the armed forces to alert, and there is a reason. The hour is coming when America will act, and you will make us proud.
May God grant us wisdom, and may He watch over the United States of America. L'effroyable plan de domination planétaire des Illuminati peut-il être enrayé? On ne peut qu'espérer que les peuples des nations du monde entier percevront les signes et tiendront compte de l'avertissement explicite selon lequel ceux qui se cachent dans l'ombre projettent de nous voler notre liberté. Je suis Patrick McNee, merci de votre attention. Les forces de la liberté étaient en pleine léthargie. Les Nations Unies leur offrent une nouvelle vie. Ces institutions jouent un rôle crucial dans notre quête d'un nouvel ordre mondial. Un ordre dans lequel aucune nation n'abandonnera une once de sa souveraineté. Un ordre qui sera caractérisé par la loi plutôt que par la force. Est-ce que la planète est en danger réellement dans les 50? Est-ce qu'il peut y avoir la fin du monde dans les 50 ou 60 ans à venir? Oui, il peut y avoir la fin du monde. D'ailleurs, si le livre s'appelle... Je dis avec le sourire. Je dis avec le sourire parce que nous sommes là pour en parler, donc pour faire en sorte que ça n'ait pas lieu. Mais l'espèce humaine peut disparaître de deux façons. Elle peut disparaître par la guerre. C'est-à-dire que tous les jeunes qui sont là peuvent connaître ça. Le monde pourrait ne pas disparaître. Écoutez, ça nous paraît bizarre, mais pourtant c'est la réalité. Donc la guerre, la menace violente, elle est autour de nous. Il suffit de regarder votre journal pour le savoir. Donc, en plus, comme les armes sont aujourd'hui, et demain encore, de plus en plus sophistiquées, entre les mains non seulement d'États, mais de bandes terroristes de plus en plus puissantes, la possibilité pour l'humanité de se suicider est là. Elle est là d'ailleurs depuis 1950 à peu près, où on avait assez d'armes nucléaires pour faire disparaître l'humanité. Donc c'est là. Et plus le temps va passer, plus il y aura de moyens, et plus il y aura des gens assez fous pour avoir les moyens de s'en servir, non plus pour des attentats suicides limités à un carrefour ou un autobus, mais pour l'humanité tout entière. Ça, c'est un premier risque. Mais ça, ce serait à très très long terme. Oui, enfin, les choses arrivent plus vite qu'on le croit. If the United States continues to be bogged down in a protracted, bloody involvement in Iraq, and I emphasize what I'm about to say, the final destination on this downhill track is likely to be a head-on conflict with Iran and with much of the world of Islam at large. A plausible scenario for a military collision with Iran involves Iraqi failure to meet the benchmarks, followed by accusations of Iranian responsibility for the failure, then by some provocation in Iraq or a terrorist act in the United States blamed on Iran, culminating in a quote-unquote defensive U.S. military action against Iran that plunges a lonely America into a spreading and deepening quagmire, eventually ranging across Iraq, Iran, Afghanistan and Pakistan. Bush et Cheney ont maintenant la voie libre. Leur prochain objectif, c'est l'Iran. C'est évident.
Le nouvel ordre mondial se décide ici, aux Nations Unies. C'est un gouvernement mondial. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Soit un peuple, une patrie, un chef. C'est par ces mots que Rudolf Hess a annoncé Adolf Hitler. C'est le rêve d'Hitler devenu réalité, c'est un cauchemar. C'est la pierre tombale de la souveraineté des nations. La Première et la Seconde Guerre mondiale ont été déclenchées pour créer les Nations Unies. Elles font commerce de la guerre. Les guerres comme les ponts sont des constructions humaines. Le nouvel ordre mondial fait commerce de la guerre. Il crée des guerres pour pouvoir négocier la paix. Ce bâtiment n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Il déclenche des événements comme les guerres et les attaques terroristes, les dévaluations et les krachs boursiers, pour que la population les appelle au secours. Et ensuite, ceux-là même qui sont secrètement responsables du problème proposent des solutions à la demande du peuple. Il faut que l'humanité prenne conscience de ce qui se trame, ce qu'elle n'a pas eu la capacité ou le désir de faire jusqu'à maintenant. Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam, 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 Saddam. Global terrorism, 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 terrorism. The evil terrorists. Mais pour cette discussion, George Bush ne voit peut-être pas en Jacques Chirac le meilleur interlocuteur, en tout cas pas dans son ranch de Crawford, pour lequel il a une idée très précise de ses invités. Je cherche un bon cow-boy. Je veux lancer un appel à nos amis américains, pour leur dire qu'ils peuvent compter sur notre amitié, qui s'est forgée dans les tragédies de l'histoire que nous avons affrontées ensemble. Je veux leur dire que la France sera toujours à leur côté quand ils auront besoin d'elle, mais je veux leur dire aussi que l'amitié, c'est accepter que ses amis puissent penser différemment. Les derniers événements de la prophétie biblique. La fin du monde sera-t-elle déclenchée par des attaques terroristes? Serons-nous témoins des horreurs d'Armageddon et des 7 dernières plaies? Que faut-il savoir pour ne pas être laissé pour compte lorsque le Seigneur reviendra? Connaîtrons-nous les derniers jours et saurons-nous à quoi nous attendre? Les livres de prophétie bibliques sont longtemps restés imprégnés de mystères. Textes anciens, nombres cryptiques, images symboliques, tous décrivent d'épouvantables événements apocalyptiques
proches. Est-il vraiment possible de les comprendre? Qu'est la marque de la bête? Serait-ce, comme certains le prétendent, une puce implantée sous la peau? Quelque chose de plus insidieux? Poussés par les électeurs, les leaders religieux et politiques mettent en place des mesures légales plus fortes pour restaurer les principes divins et la paix. Sous cette pression, le gouvernement vote des lois allant à l'encontre des principes de Dieu. Et de la même manière, l'Apocalypse prédit qu'une force maléfique poussera les gouvernements à mettre en vigueur des lois indiquant comment l'on est censé adorer Dieu. Elles sembleront promouvoir la moralité. En réalité, elles prépareront le monde à accepter la marque de la bête et l'Antéchrist. Les signes de la fin. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. La fin du monde, cela arrivera-t-il vraiment? Si oui, quand? C'est l'une des questions les plus importantes et mystérieuses de tous les temps. Le prophète Daniel a clairement prédit que juste avant la fin du monde, nous serions témoins d'un enrichissement considérable de la connaissance. Est-ce arrivé? Prenons par exemple les moyens de transport. Durant 60 siècles, l'homme ne pouvait pas voyager plus vite qu'à cheval. Désormais, les voyages qui auparavant nécessitaient des mois se font en quelques minutes. En une génération, la révolution informatique a apporté des changements époustouflants que nos ancêtres n'auraient jamais imaginés. Mais une interprétation plus exacte de ce verset serait ces enrichissements de la connaissance des livres prophétiques, et ce qui était prédit est également arrivé. Mais les récits de Daniel ne sont pas les seuls qui parlent des événements des derniers jours. Que peut-il se cacher dans les anciens textes des Écritures? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. En regardant autour de nous, force est de constater que les puissances politiques et naturelles ont fait de ce monde moderne un endroit de plus en plus dangereux. Pensez-y. Au cours des 100 dernières années, le monde a dû essuyer 2 guerres mondiales et de nombreux autres conflits majeurs, sans parler de la montée du terrorisme international. À ajouter à cela l'augmentation de catastrophes naturelles mortelles, tremblements de terre, incendies, inondations, tempêtes et dérèglements climatiques. Tout cela ravageant notre planète. Étonnamment, l'apôtre Jean avait prédit un autre signe de la fin des temps, la capacité de l'homme à détruire la planète. Dans l'Apocalypse chapitre 11 verset 18, il est dit que le jour viendra où Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Il est évident que cette prophétie s'est vraiment réalisée. Durant des siècles, l'homme ne pouvait que lancer des flèches enflammées ou tirer des boulets de canon. Nous possédons désormais des armes dévastatrices, pouvant anéantir la vie sur cette planète. En réalité, Jésus avait même prédit que si son arrivée était repoussée, aucun être ne survivrait. Le Christ nous avait prévenu que nous aurions à faire face à tous ces dangers, mais que ceci ne serait que le début de la fin. Est-il possible que la fin du monde soit réellement déclenchée par l'humanité? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Quiconque ayant vécu durant les dernières décennies
ne peut nier la chute libre de la morale dans notre société moderne. Chaque génération repousse les limites d'une conduite acceptable. Chaque nouvelle génération évolue donc dans un contexte moins moral que la précédente. Malheureusement, cette tendance semble inexorable. À l'époque de Noé, la décadence conduisait à la destruction avec le déluge. Au temps de Lot, la dépravation perverse de Sodome et Gomorrhe conduisit à la destruction de ces cités par le feu divin. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Est-il possible qu'aujourd'hui, la perversion et l'immoralité puissent encore appeler les jugements du ciel? En plus du déclin moral de la société, la Bible prévoit également une montée en flèche du spiritualisme et de l'occultisme dans les derniers jours. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La communication avec les morts, longtemps interdite par les Écritures, est maintenant largement acceptée. Les émissions de télé et les films mettant en scène la sorcellerie et les sciences occultes sont extrêmement populaires, surtout chez les jeunes. La Bible révèle que nous vivons actuellement les derniers jours de la Terre. L'amélioration de la connaissance, l'instabilité globale, le déclin moral et l'intérêt démesuré pour l'occultisme prouvent que la fin est proche. Les signes de la fin sont bel et bien visibles. Les armes chimiques sont aussi terrifiantes. Des armes biologiques comme l'anthrax et les toxines botuliques. De substances biologiques et chimiques pour tuer des millions de gens. Des armes chimiques dont le VX, le sarin et le gaz moutarde. À une horreur massive et soudaine. Mort et destruction massive. La mort à très grande échelle. Mais il y a plus. La Bible annonce aussi que ce sont ces forces opposées du bien et du mal qui conduiront le monde à la bataille finale d'Armageddon. Bientôt, une crise mondiale encore inconnue plongera la planète entière dans les événements les plus terribles jamais vus encore. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Quelle catastrophe déclenchera cette crise? Et quand aura-t-elle lieu? Se peut-il que ce soit un acte terroriste dévastateur? Un crash économique? Ou même un tremblement de terre, un astéroïde ou autre cataclysme? Une catastrophe chimique ou un fléau biologique mortel? Peut-être un mélange de tous ces désastres. Mais même si la Bible ne révèle pas l'événement précis, elle annonce les scènes dramatiques qui y succéderont. Les rivières et les courants menacent de ravager le pays et des milliers de personnes sont toujours sans électricité à la suite d'horribles tornades. 3 ouragans viennent juste de frapper le sud de la ville. Et maintenant, un tremblement de terre. Je n'ai jamais vu une météo aussi épouvantable. Mettez-vous à l'abri.